Nous allons voir ensemble les céphalées chez l'enfant et les céphalées, c'est un problème qui est très fréquent et qui représente un motif essentiel en consultation de neuropédiatrie, posant parfois un problème de diagnostic, surtout chez les enfants en bas âge. La Société internationale des céphalées, International Headache Society, a classé les céphalées en céphalées aiguës et en céphalées chroniques. Les céphalées chroniques sont définies en tant que telles toute céphalalgie qui dure au moins 4 heures par jour chez l'adulte, 1 heure par jour chez l'enfant, pendant au moins 15 jours par mois et pendant plus de 3 mois consécutifs. Bien sûr, après avoir éliminé toute pathologie organique sous-jacente. Et les céphalées primaires, qui sont représentées par les migraines et les céphalées de tension, ce sont des céphalées qui n'ont aucun substratum lésionnel sous-jacent, c'est-à-dire qu'on a éliminé toutes les pathologies susceptibles d'entraîner des céphalées. Et on a les céphalées secondaires qui sont dues à une pathologie bien distincte. Le diagnostic clinique repose chez le nourrisson et les petits enfants par la présence d'un tableau d'agitation ou de prostration ou de cri plaintif, ou lorsqu'on est devant une pathologie susceptible d'entraîner une céphalée ou d'entraîner un trouble de comportement. Chez le grand enfant et l'adolescent, par contre, le diagnostic positif est plus facile, mais dans cette catégorie d'âge, on a le risque de simulation qui est élevé. L'anamnèse va préciser l'âge d'apparition, la fréquence des céphalées, la durée et bien sûr leur horaire. Elle va rechercher les signes associés, les facteurs déclenchants, aggravant ou soulageant la douleur. L'anamnèse va aussi apprécier les conditions d'apparition, mode d'apparition aussi, c'est-à-dire qu'on va préciser la durée jusqu'à l'acmé de la céphalée, quels ont été les symptômes précurseurs et est-ce qu'il existe un l'aura qui peut exister chez une personne sur deux. L'anamnèse va aussi nous permettre d'évaluer les symptômes dans l'intervalle libre des crises, soit on a un examen tout à fait normal, soit il y a des signes neurologiques qui vont persister entre les crises. Et bien sûr, elle va nous permettre d'évaluer le retentissement fonctionnel et chez l'enfant, en particulier l'absentéisme scolaire. On précise aussi la localisation de la céphalée, la qualité, la durée et l'évolution de la douleur. L'examen clinique est un examen clinique systématique, complet, qui va nous permettre de mesurer la température, de rechercher des signes méningés lorsqu'on est devant un tableau fébrile. L'examen clinique va nous permettre de faire une évaluation de la croissance staturopondyrale et bien sûr du périmètre crânien. On termine notre examen clinique par la prise de la tension artérielle, parce que l'hypertension artérielle aussi peut être responsable de céphalée. Et on fait un examen neurologique complet, tout en appréciant des signes déficitaires focalisés existants et des signes d'hypertension intracrânienne. L'examen ophtalmique et ORL aussi doit être fait. Et lors de l'examen ophtalmique, on précise l'examen du fond d'œil pour rechercher un œdème papillaire qui peut-être pourra faire référence à une hypertension intracrânienne. La ponction lombaire n'est pas faite devant toute céphalée, mais la ponction lombaire est faite lorsqu'on est devant un cas de syndrome méningé fébrile. En ce qui concerne l'imagerie, elle est d'ailleurs d'apport limité, c'est-à-dire qu'elle ne va pas avancer beaucoup dans les diagnostics des céphalées, mais elle a un but bien précis, c'est de rechercher des étiologies qui relèvent d'un traitement étiologique. L'exemple d'une tumeur cérébrale qui doit être prise en chirurgie, un abcès cérébral qui doit être traité en infectiologie, des anomalies vasculaires qui doivent être aussi traitées. Et là, c'est
le but principal des imageries, de l'imagerie en particulier d'IRM ou la TDM cérébrale. Un autre objectif pour l'imagerie, lorsqu'elle est normale, c'est de rassurer l'enfant et son entourage, ses parents en particulier, sur l'absence de lésions organiques. C'est-à-dire que les parents ne vont plus être inquiétés ou inquiets par ce genre de céphalée. L'existence de certains symptômes lors de l'examen clinique ou à l'anamnèse, l'existence aussi de signes d'appel va nous inciter à pratiquer rapidement une imagerie cérébrale. Alors, quels sont les facteurs prédictifs de lésions qui vont nécessiter une imagerie en urgence? D'abord, devant une céphalée récente, d'intensité croissante et qui est rebelle au traitement. Rapidement, on fait une imagerie. Devant la majoration de la céphalée dans certaines positions de la tête, par exemple penchée en avant, ou du corps, ou l'existence d'un torticolis. Le torticolis témoigne d'une tumeur de la fosse postérieure. L'existence de signes d'hypertension intracrânienne, qui chez les grands enfants sont des vomissements, des céphalées, diplopie, autres signes aussi. Chez le nourrisson, il y a accentuation, augmentation du périmètre crânien, surtout chez les nourrissons dont les fontanelles ne sont pas encore fermées. On recherche aussi les signes associés, car l'existence de signes associés neurologiques en particulier vont nous inciter à faire et à pratiquer une imagerie cérébrale. L'existence de troubles visuels, l'examen neurologique perturbé, crise d'épilepsie d'apparition récente, tous ces signes, tous ces symptômes vont nous inciter à demander une imagerie cérébrale. Cependant, même si à l'examen clinique, on ne trouve aucun facteur prédictif de lésion cérébrale, il suffit qu'il existe dans la famille des antécédents de phacomatose, de certaines maladies de système, de syndrome néphrotique, immunodépression et cancer, vont nous inciter à pratiquer chez l'enfant lui-même une imagerie cérébrale. Alors, la classification 2004 de l'International Headache Society, de l'IHS, donc distingue les céphalées primaires, les céphalées secondaires et névralgie et autres. Les céphalées primaires sont représentées par, en particulier, la migraine et la céphalée de tension, ou des céphalées de type cluster et autres céphalées qui sont dites trigémino-autonomes. Bien sûr, il y a d'autres types de céphalées primaires, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de lésion, de substratum lésionnel sous-jacent, et que les céphalées sont diagnostiquées en tant que telles. Les céphalées secondaires donc, peuvent être secondaires à un traumatisme crânien ou cervical. Ils peuvent être aussi secondaires à des anomalies vasculaires intracérébrales ou cervicales, l'ingestion de substances ou des syndromes de sévrage, des infections telles que la méningite, les troubles de l'homéostasie, l'hypoglycémie, hypoxie-anémie, entre autres. Toute maladie du crâne, du cou, des yeux, des oreilles peuvent aussi être responsables de céphalées, et on a aussi les céphalées qui sont dans un contexte de dépression nerveuse. Et on a les névralgies crâniennes et autres névralgies qui sont classées dans cette catégorie. On va voir encore avec plus de détails deux types de céphalées qui sont des céphalées primaires et qui sont les plus fréquentes chez l'enfant et qui sont à peu près le diagnostic le plus posé. Alors, pour ce qui est de la migraine, il y a les critères de l'IHS et qui représentent deux différences par rapport aux critères de l'adulte, par rapport au seuil de la durée des crises qui est beaucoup plus court considéré chez l'enfant, 1 heure, que chez l'adulte qui est de 4 heures. Deuxième différence,
c'est que les céphalées sont le plus souvent frontales et ou bilatérales, alors que l'unilatéralité est une condition sine qua non chez l'adulte. Quels sont ces critères? Le critère A, il faut au moins 5 crises de céphalalogie qui vont répondre au critère B et au critère D. Le critère B, c'est qu'il y a une crise céphalalgique qui va durer de 1 heure à 48 heures. Le critère C, on recherche 2 caractéristiques suivantes au moins. La localisation bilatérale, la pulsatilité, l'intensité modérée ou sévère de la céphalalgie et aggravation par l'activité physique. Il suffit qu'on ait 2 caractéristiques parmi les 4 pour inclure ces céphalées aussi dans la migraine. Le critère D qui est important, c'est que durant la céphalée, on a au moins une des caractéristiques suivantes, nausée ou vomissement, photophobie ou phonophobie. Bien sûr, tout cela après avoir exclu par l'anamnèse la clinique, la paraclinique d'une maladie organique pouvant être la cause de céphalée. La crise céphalalgique est accompagnée d'une aura dans un cas sur 2. Cette aura peut être trouble neurologique focal réversible, visuel sensitif moteur ou autre. D'accord? La migraine pose aussi un problème de diagnostic différentiel par les caractéristiques de la céphalée, par l'existence de signes associés. Une douleur soudaine et violente qui va durer de 1 à 2 secondes va faire évoquer plutôt une hémorragie intracrânienne sur malformation vasculaire qu'une migraine. Le diagnostic de migraine est aussi douteux en cas de douleurs qui vont durer des semaines ou des mois et qui augmentent lentement et progressivement l'intensité. Le diagnostic de migraine est aussi difficile en cas d'association d'hémiparésie ou d'hémihyposthésie, d'une diplopie, d'un torticolis récidivant ou persistant, de vertige ou de vomissement matinaux. Dans ce cas-là, on pense plutôt à des tumeurs intracrâniennes, cérébrales. En cas de tumeur cérébrale, les signes d'hypertension intracrânienne vont être au premier plan, papilledostase, vomissement à jeun, diplopie et déficit neurologique associés qui sont au premier plan par rapport à la céphalie. Le diagnostic différentiel entre tumeur cérébrale et migraine à la clinique, c'est que pour la tumeur cérébrale, le type de douleur est continu, c'est une douleur qui est sourde et d'intensité variable, parfois sévère, parfois moins sévère. Pour la migraine, le type de douleur est de nature pulsative. L'évolution de la douleur dans les tumeurs cérébrales, elle est progressive et dans la migraine, elle est intermittente. La localisation, elle est unilatérale et constante. Dans la migraine, elle est variable. Les vomissements sont présents, sont spontanés, pas de nausée, arrivent à jeun, n'améliorent pas les céphalées pour les tumeurs cérébrales. Et dans la migraine, ces vomissements sont associés aux nausées et ils améliorent les céphalées. L'horaire des symptômes est le plus souvent nocturne dans les tumeurs cérébrales qui vont réveiller le patient la nuit. Et par contre, pour la migraine, c'est généralement diurne. Les troubles neurologiques, ils existent, ils sont continus et constants dans les tumeurs cérébrales. Et dans la migraine, ils sont intermittents et éventuellement, ils sont beaucoup plus importants pendant la crise céphalalgique. Il existe d'autres formes cliniques de migraine qui sont des formes atypiques, par exemple de la migraine hémiplégique, familiale ou non. Elle débute entre l'âge de 5 ans et 30 ans et le symptôme d'hémiparésie ou d'hémiplégie va durer entre 30 et 60 minutes et cette hémiparésie ou cette hémiplégie, elle est bilatérale
dans 25% des cas. La migraine confusionnelle aiguë est beaucoup plus fréquente chez l'adolescent. Elle est représentée par un trouble confusionnel aigu, agitation motrice et parfois un comportement très agressif de type hystérophobique. La migraine abdominale concerne les enfants d'âge scolaire. Les symptômes vont durer de 1 à 72 heures, qui sont intenses, des douleurs qui sont intenses, qui sont sourdes, périombilicales, parfois non localisables. Il existe une anorexie, des nausées, vomissements et pâleur. Ces migraines abdominales, douleurs abdominales, déclenchées par les mêmes facteurs qu'une migraine, les troubles de comportement et céphalées peuvent précéder les douleurs abdominales et les patients restent asymptomatiques dans l'intervalle des crises. C'était la migraine. La céphalée de tension est une céphalée qui est moins invalidante. Les signes digestifs et phonophobie et photophobie sont absents. Les critères de l'IHS sont au moins 10 épisodes répondant aux critères B et D. Le critère B qui est important, donc c'est des céphalées qui sont d'une durée variant entre 30 minutes et 7 jours. La céphalée présente au moins 2 caractéristiques suivantes. La localisation bilatérale, la sensation de pression, elle n'est pas pulsatile, l'intensité est légère ou modérée, et aucune aggravation par l'activité physique. Le critère D qui est important, on a l'absence de 2 caractéristiques, nausée ou vomissement, photophobie ou phonophobie. Bien sûr, après avoir exclu toute pathologie organique pouvant être la cause des céphalées. Pour les critères diagnostiques des céphalées de tension, les céphalées de tension sont classées en rarement épisodiques, fréquemment épisodiques ou chroniques. Par rapport à la fréquence, une céphalée de tension qui est rarement épisodique, elle va survenir au moins 1 jour par mois. Elle est dite fréquemment épisodique lorsque ces céphalalgies durent de 1 jour à moins de 15 jours par mois, et c'est une céphalée de tension chronique quand elle dure plus de 15 jours par mois. La durée pour les céphalées de tension rarement épisodiques ou fréquemment épisodiques en durée de 30 minutes à 7 jours par rapport à la chronique ou l'évolution des deux en heure ou continue. On a au moins deux des critères suivants. Par rapport à l'intensité, elle est légère à moyenne dans toutes les formes. La localisation, elle est bilatérale dans toutes les formes. La qualité, c'est une sensation de douleur et de lourdeur et d'écrasement dans toutes les formes. Aucune aggravation par l'activité physique. Les deux critères, nausée, vomissement et sensibilité, sont absents dans toutes les formes. Autres étiologies des céphalées peuvent être aussi recherchées, entre autres des causes rares, les céphalées histaminiques de Horton qui touchent l'enfant de plus de 10 ans, de sexe masculin. Dans ce cas-là, c'est sur le plan biochimique, on a l'histamine qui va augmenter lors de la crise, alors que la sérotonine va rester normale. Et on a l'hémicranie paroxystique nocturne sensible à l'indométacine. Elle est rare chez l'enfant, elle est strictement unilatérale, d'intensité extrême, l'acné en 3 à 5 minutes. Il existe des troubles neurovégétatifs homolatéraux, la durée elle est brève et l'enfant ou la personne fait plusieurs accès par jour et ceci quotidiennement. D'autres étiologies doivent être recherchées, telles qu'une hypertension artérielle. Donc de ce fait, la mesure de la tension artérielle doit être faite systématiquement à la fin de chaque examen clinique. Toutes les maladies hypoxiques qui entraînent une polyglobulie ou une hypercapnie peuvent être responsables de céphalées. L'anémie chronique sévère, les tumeurs cérébrales, l'hypertension intracrânienne, les causes oculaires, en particulier les troubles de la réfraction, et on a les causes psychiques qui restent un diagnostic d'élimination chez les garçons ou les filles de plus de 7 ans. Et
je vous remercie pour votre attention.